Mesdames, Messieurs, bonjour. L'AFQP, Association France Qualité Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. On dit souvent que le seul but de la qualité, c'est d'inspirer la confiance de toutes les parties prenantes. Mais quelle est donc sa relation avec la performance financière? C'est Thibaut Perrin, chercheur et doctorant au sein d'un laboratoire d'Aix-Marseille, qui va partager avec vous son approche sur ce sujet. Mais passons d'abord la parole à Jean-Jacques Baudot, pilote du programme Entraide. Merci Guy. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans le programme Entraide de la FQP PACA. Le webinaire d'aujourd'hui entre dans la catégorie l'ère du temps et a pour titre Investir sur la confiance, quel retour sur investissement. Avec un tel titre, on s'attendrait presque à une rubrique boursière par laquelle un courtier nous expliquerait si investir dans l'entreprise confiance est intéressant ou pas. Alors, il y a un peu de ça dans le propos du jour, sinon au sens propre, du moins au sens figuré. Alors, la confiance dont il s'agit ici, c'est celle que le management de l'entreprise peut accorder à son personnel. C'est effectivement un truisme de dire que l'organisation ne peut fonctionner avec efficacité, avec efficience, que si le personnel est partie prenante à son fonctionnement. D'ailleurs, tous les modèles de performance des organisations répertorient bien le personnel comme une des parties prenantes à prendre en compte, à satisfaire le juste et fameux équilibre entre la nécessaire et suffisante satisfaction de toutes les parties prenantes. Des psychosociologues, citons Maslow et Herzberg, ont théorisé sur ce que devait déployer le management pour impliquer, épanouir, en d'autres termes, faire confiance au personnel et en faire ainsi une partie prenante active, contributive à la performance de l'organisation. L'originalité du propos de notre intervenant du jour est cette recherche de corrélation entre les indicateurs de performance économique de l'organisation et ceux de cette confiance que le personnel ressent et donc de cette adhésion-contribution qu'il apporte en retour sur investissement. Notre intervenant du jour est Thibaut Perrin. Thibaut Perrin est chercheur et doctorant au sein du laboratoire CERGAM, Centre d'études et de recherche en gestion d'Aix-Marseille. Thibaut Perrin a un parcours atypique. Il fait aujourd'hui de la recherche appliquée. Il a été précédemment et pendant 10 ans dans le concret de l'entreprise en tant qu'analyste en rémunération pendant 3 ans au Canada. Il a été ensuite pendant 7 ans responsable ressources humaines chez un industriel à Marseille, l'entreprise Génoyer, fabricant de pipelines et raccords, brides, etc. Le parcours de Thibaut caractérise bien sa préoccupation permanente d'ancrer sa recherche dans le concret de l'entreprise. Et c'est ce qui la rend intéressante. Thibaut, c'est avec grand plaisir que je vous passe la parole. Nous vous écoutons. Merci Jean-Jacques, c'est une belle introduction. Je dois dire que c'est même la plus belle introduction que j'ai eue depuis un bon moment, du moins la plus précise. Donc, merci beaucoup. Alors, bienvenue à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler du lien entre la confiance et la performance économique. Mais avant tout, effectivement, comme le soulignait Jean-Jacques, mon parcours fait que, effectivement, j'ai toujours eu un intérêt à vouloir concilier tout simplement ce que j'ai pu observer à travers mon expérience professionnelle avec mes travaux de recherche. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, en fait, en termes d'expérience professionnelle, mon premier métier a été celui d'être un analyste en rémunération des hauts dirigeants, donc d'être en gros l'analyste de la rémunération des 5 dirigeants des sociétés cotées en bourse, les 5 plus hauts dirigeants, ceux qui sont nommés par le conseil d'administration et donc indirectement par les actionnaires. Donc, ce premier métier qui était un métier de gouvernance, plutôt de stratégie, qui a été nuancé par la suite avec mon métier de RH international, plus terrain, plus opérationnel,
dans lequel j'intervenais dans les usines. Et donc mes travaux de recherche, avant même de les lancer, et notamment dans la première étape qui était celle du master recherche de l'IAE d'Aix-en-Provence, il visait principalement à concilier tout cela, c'est-à-dire à la fois cette expérience terrain, celle que je pouvais observer dans les usines avec les superviseurs qui faisaient face à leur personnel, et en même temps, les nécessités hein, de productivité que subissaient aussi quelque part, hein, il ne faut pas croire, tous les dirigeants ne sont pas forcément animés par cela. Et effectivement, entre cette pression actionnariale et de l'autre côté, finalement, le salarié qui, au jour le jour, se retrouve face à son poste de travail, son superviseur qui lui donne des instructions. Et donc, vous allez comprendre pourquoi mes travaux portent sur la confiance. Alors, très brièvement, le projet qui a été lancé est un projet tripartite. Donc, c'est un projet de recherche sous l'égide de l'ANRT. L'ANRT, c'est l'Association nationale de recherche et technologie. L'ANRT vise à mettre en place des projets de recherche qu'on dit sur projet, c'est-à-dire qu'auparavant, hein, je pense que tout le monde le sait, la recherche était plutôt académique, pas forcément orientée sur des projets précis, mais plutôt sur le projet que le chercheur voulait mener. Aujourd'hui, on cherche à rapprocher clairement l'entreprise d'un laboratoire de recherche et d'un doctorant à travers donc ce projet qui s'appelle ce projet de thèse en CIFRE. Donc c'est une thèse qui s'effectue sous ce contrat tripartite, qui est un contrat de 36 mois, liant une entreprise, un laboratoire et le doctorant qui est moi-même, inscrit dans une école doctorale qui est l'école doctorale d'économie-gestion d'Aix-Marseille Université. Alors, je vais vous parler de mon terrain de recherche et l'entreprise partenariale qui a mis en place ce partenariat avec l'Université d'Aix-Marseille et notamment l'IAE d'Aix-en-Provence. Alors, cette entreprise qui s'appelle Great Place to Work, ils sont présents dans 60 pays. Ils évaluent 10 000 entreprises chaque année et ils ont plus de 12 millions de collaborateurs qui ont contribué à leurs études, qui contribuent à leurs études de manière annuelle. Principalement, c'est une entreprise qui vise à évaluer la confiance dans les entreprises à travers plusieurs prismes. Tout d'abord, le prisme de l'efficacité du leadership, ou plutôt les comportements et attitudes du leadership ou du management, les valeurs que les salariés et les valeurs qui seront mises en avant dans les entreprises, et grâce à finalement cette confiance, observer l'impact de la confiance sur le potentiel de chaque salarié, leur potentiel qui a un impact sur l'innovation et in fine sur la croissance financière. Alors, Great Place to Work, c'est quoi? Great Place to Work, c'est un classement des entreprises où il fait bon travailler. C'est un classement qui est publié chaque année dans un journal, dans le journal du Figaro. Ce qui est assez intéressant, donc je me suis tourné vers Great Place to Work pour effectuer mes travaux de recherche, tout simplement parce que c'est clairement les entreprises qui sont lauréates, donc qui ont réussi à intégrer le classement, sont atypiques. Elles sont atypiques en quoi? En leur capacité à générer une confiance supérieure à la normale. Alors, ce que vous voyez là, ce sont les chiffres de comparaison entre les lauréats, c'est-à-dire les entreprises qui sont parvenues à se hisser dans le classement des entreprises où il fait bon travailler, celui dont je viens de faire mention, qui est publié chaque année dans le journal du Figaro. Et donc, lorsqu'on compare ces lauréats avec une enquête indépendante menée par un panéliste indépendant sur plus de 2000 salariés, donc chaque année, ils renouvellent cette enquête. Lorsqu'on compare les résultats, on constate que les lauréats ont 87% de réponses positives, c'est-à-dire que sur un questionnaire anonyme envoyé aux salariés, 87% répondent
tout à fait en accord ou en accord. Alors que dans le même temps, sur les questions de la confiance, alors qu'en même temps, en moyenne, dans l'enquête indépendante que l'on appelle Great Insight, qui est une enquête, encore une fois, menée par un panéliste indépendant, on constate que à ces mêmes questions, en moyenne, 53% des salariés ont des réponses positives. Ce qui veut dire qu'en moyenne, en général, les salariés ont une expérience, 50% en gros, ont une expérience positive de leur emploi. Ce qu'on constate principalement, et c'est la résultante de la confiance, c'est que finalement, parce que les salariés ont confiance envers leur management, ils sont fiers de déclarer à leur entreprise à 88%, ils ont du plaisir à se rendre au travail à 82%, et puis leur activité a un sens particulier, ils ne la considèrent pas uniquement comme un emploi, donc ils sont 77%. Quand on regarde question par question, donc là vous avez devant vos yeux les questions qui sont posées, une partie des questions qui sont posées dans le questionnaire de Great Place to Work, qui sont les questions de la résultante de la confiance. On voit bien qu'il y a des écarts de l'ordre, grosso modo, de 30 à 34-35%. Donc des écarts qui sont significatifs. Alors tout de suite, moi, ça m'a intéressé, ces écarts significatifs, et je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces entreprises Great Place to Work que l'on qualifie de Best Workplaces? Ce sont les entreprises qui ont réussi à se hisser dans le classement. De manière générale, finalement, on observe que le travail est reconnu comme une contribution unique à l'entreprise, une sorte de don, et que finalement les salariés vont réagir à un don de la part du management en allant au-delà de ce qui est requis dans leur poste, et que finalement les entreprises où il fait bon travailler, ce sont des interactions entre employés et management qui se font de plan égal à égal, non dans une relation transactionnelle. Donc, relation transactionnelle, c'est la relation typique que vous pourriez avoir, par exemple, chez un livreur Uber. Le livreur Uber va signer ce qu'on appelle des spot contracts, c'est des contrats temporaire pour délivrer une prestation, mais il ne va pas avoir de relation avec Uber autre que ce spot contract. Alors qu'en même temps, lorsque vous signez finalement un contrat CDI dans une entreprise où il fait bon travailler, eh bien, on s'inscrit dans une relation à long terme où le salarié et le management font plan égal à égal et ne s'inscrivent pas dans une relation transactionnelle, mais dans une relation de confiance mutuelle. Lorsqu'on parle de confiance, clairement, à travers les entreprises du classement Great Place to Work, on s'intéresse à la relation que les collaborateurs ont avec le management. On part du management, à savoir les pratiques que le management va mettre en place pour générer une culture qui va sortir d'une culture dite de transactionnelle, à tendre vers une culture du partage, dans laquelle les pratiques seront généreuses, c'est-à-dire qu'elles seront significatives, uniques dans le sens où le salarié va percevoir une pratique qui répond à ses besoins personnels, et donc elles sont personnalisées, et finalement intégrées dans la culture de l'entreprise. Elles ne sont pas en décalage avec la culture d'entreprise. Par exemple, imaginons, vous travaillez dans une entreprise type Google, et puis vous n'avez pas de pratiques qui sont en lien avec Internet. Donc là, c'est l'exemple même d'une entreprise qui n'aurait pas de pratiques intégrées. Alors, Great Place to Work effectue son diagnostic à travers 2 outils. Et donc, ces 2 outils ont un rôle essentiel pour évaluer les entreprises où ils font bon travail. Il faut savoir que les entreprises qui ont réussi à se hisser au classement, ce ne sont pas toutes les entreprises qui arrivent à se hisser au classement. Il n'y a qu'un tiers des entreprises qui y parviennent, puisqu'il faut avoir avant tout un pourcentage de réponses positives, c'est-à-dire que chez Great Place to Work, il ne qualifie uniquement les réponses des répondants au questionnaire anonyme qui sont positifs, c'est-à-dire dans lesquels le salarié a coché soit tout à fait en accord ou en accord. Et donc, il ne considère pas les réponses neutres ou négatives. Et donc, pour se qualifier
pour participer au classement, ou du moins se qualifier et être considéré, il faut à minima 66% de réponses positives. Et donc, c'est ce que, comme vous avez pu le voir, lorsqu'on compare les résultats avec l'enquête indépendante, hein, les Great Insights, 66%, c'est 16%, grosso modo, hein, 16% au-dessus d'une situation dite normale. Dans ce questionnaire, pour lequel il faut avoir 66% de réponses positives, ce questionnaire s'intitule le Trust Index. C'est clairement un index de la confiance, et de la confiance que les salariés donnent avant tout envers leur management. Donc, ce questionnaire est composé de 64 questions fermées, avec une échelle à 5 niveaux, tout à fait en désaccord à tout à fait en accord. 2 questions ouvertes qui permettent aux salariés de s'exprimer pour dire en quoi leur entreprise est une entreprise où il fait bon travailler, et une autre question qui concerne les axes d'amélioration. Ensuite, 10 questions démographiques qui nous permettent de comparer les réponses chez les hommes-femmes en fonction du statut, en fonction de l'ancienneté, et puis ainsi de suite. Donc, principalement des questions démographiques. Les questions du questionnaire Trust Index, comme vous pouvez le voir dans le schéma en dessous de Trust Index, qui est le schéma du questionnaire, qui présente les principales dimensions du questionnaire, vous pouvez constater que, donc, effectivement, la première chose que l'on mesure chez Great Place to Work, c'est la confiance que les salariés donnent envers leur management. Il faut savoir que la confiance se construit dans un premier temps à travers l'équité des rémunérations. C'est-à-dire qu'on va s'assurer, à travers les réponses des salariés, j'ai oublié de mentionner que il faut, pour participer à cette enquête, il faut que les entreprises aient un pourcentage minimum de répondants en fonction de la taille de l'entreprise. Et on se retrouve avec des entreprises avec plus de 20 ou 30 000 salariés, avec des taux de réponse de l'ordre de 70%. 70%, ce qui est énorme lorsque vous avez, par exemple, imaginons une entreprise comme Norauto qui fait participer finalement chacun de ses centres de réparation. Donc, dans cette enquête, vous avez plusieurs dimensions. Et donc, la première dimension que j'étais en train d'introduire est celle de équité des rémunérations, et qui est la première étape de la confiance. Le salarié, lorsqu'il rentre dans une entreprise, la première question qui se pose, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est le salaire. Est-ce que le salaire va être équitable? Un salaire équitable, c'est un salaire qui permet de répondre à une problématique d'équité, c'est-à-dire que je vais comparer ma situation, mon salaire, avec tout simplement les salaires offerts dans d'autres entreprises. Et puis aussi, je vais comparer finalement mes possibilités d'augmentation de salaire si je performe bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équité individuelle. Et puis l'équité interne, c'est est-ce que le salaire qui est proposé va être en adéquation avec la valeur du poste pour l'entreprise. Ensuite, vous avez les dimensions de crédibilité, donc la crédibilité managériale. Donc là, on va s'intéresser au comportement du management. Par exemple, vous avez une question sur le décalage entre les discours et les actions du management, des questions sur est-ce qu'il y a des pratiques qu'on appelle backstabbing en anglais, mais en gros est-ce qu'il y a de la politique dans l'entreprise, ou est-ce que c'est une relation qui est intègre entre le salarié et le management? Et enfin, des dimensions de respect dans lesquelles on s'intéresse, par exemple, à l'équilibre entre vie pro et vie personnelle. C'est-à-dire que le management ne force pas les salariés à aller au-delà finalement ce qui est raisonnable en termes d'équilibre entre la vie pro et la vie personnelle. Et pour finir, on mesure la convivialité et la fierté, qui sont les deux dimensions, les deux résultantes de la confiance des salariés envers le management. D'abord, la convivialité, puisque effectivement, si les salariés ont confiance en leur management parce que le management a mis en place des pratiques de partage, alors il va y régner une culture conviviale, donc une bonne ambiance entre les collègues. Et pour finir, comme à travers les indicateurs que je vous ai présentés précédemment, vous allez avoir de la fierté et que l'on mesure notamment, par exemple, à travers la question « Je suis fier de déclarer à d'autres que je travaille dans cette entreprise », qui est de l'ordre de 88% de réponses positives chez les lauréats.
Une fois qu'on a effectué, donc on a récolté l'intégralité des réponses, ou du moins un minimum de répondants à notre questionnaire anonyme, hein, qui est envoyé par email à l'intégralité des salariés, on va effectuer ce qu'on appelle un culture audit, qui est un audit des pratiques managériales qui s'effectue à travers un questionnaire qui permet d'évaluer ce que le Place to Work intitule des leviers d'action managériaux. C'est-à-dire, en gros, quelles sont les actions managériales qui sont mises en place au sein de l'entreprise. Donc, ce culture audit est dédié uniquement au management. Et donc, le management, on leur pose des questions et on leur demande, bah, tiens, par exemple, comment faites-vous pour générer du sens? Donc là, c'est le levier inspiré. Que faites-vous? Est-ce que vous écoutez vos salariés? Est-ce que vous avez des pratiques qui permettent de montrer que, par exemple, vous avez des moyens de faire évoluer vos salariés? Et ainsi de suite. Donc en fait, ces 9 leviers répondent au questionnaire Trust Index. Et donc en fait, Great Place to une entreprise où il fait bon travailler, c'est la combinaison entre 2 tiers de la note, c'est-à-dire les 2 tiers qui comptent, c'est les résultats du questionnaire anonyme Trust Index, dans lequel on ne prend que les réponses positives, en accord ou tout à fait en accord, et dans lesquelles il faut avoir un minima 66% de réponses positives. Et de notre côté, un tiers de la note qui est le culture audit, qui est l'audit des pratiques et qui compte pour un tiers de la note finale. Ce culture audit, justement, il est composé en 2 parties. La première, c'est une partie plutôt quantitative où on demande aux entreprises de nous fournir des données quantitatives. Donc là, c'est ce qui, moi, m'a intéressé, c'est la base de données de Great Place to Work, qui va me permettre de faire des inférences après sur les résultats du questionnaire et in fine sur la performance. Mais je reviendrai par la suite là-dessus. Donc cette première partie est plutôt quantitative. On s'intéresse donc effectivement à l'année de création, le chiffre d'affaires, le nombre de CDI, CDI. On pose des questions aussi très importantes, à savoir est-ce que vous avez un plan social par exemple qui va être lancé, parce que ce qui est important pour Great Place to Work, c'est de refléter l'image réelle de l'entreprise. Donc on veut s'assurer que si on effectue le questionnaire, on ne va pas l'effectuer finalement avant le plan social, ou du moins avant l'annonce du plan social, ce qui peut évidemment biaiser les résultats. En deuxième partie, vous avez 20 questions que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui permettent de refléter les 9 leviers d'action du modèle Great Place to Work, qui sont principalement, qui visent à évaluer les pratiques managériales, ou si vous voulez, de manière générale, les pratiques de ressources humaines. La méthodologie d'évaluation pour ces questions, c'est une méthodologie qui est définie au niveau international, qui a été mise en place à la fois par un anthropologue et un économiste. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse Great Place to Work, c'est principalement cette dimension de culture qui est à la fois qualitative et aussi quantitative. Donc sur le côté qualitatif, c'est effectivement le côté anthropologie d'entreprise, et de l'autre côté, le côté quantitatif, c'est le côté plutôt économique. Et donc c'est pourquoi on a mis ensemble finalement un anthropologue et un économiste pour créer cette méthodologie. Donc dans cette méthodologie, on va s'atteler à regrouper l'intégralité des pratiques, les mettre levier par levier, et puis après évaluer levier par levier. Est-ce que ce levier, il y a de la variété, de l'originalité? Est-ce que les pratiques sont appliquées à tous? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que ce sont des pratiques qui sont dédiées uniquement au management, ou est-ce que ce sont des pratiques dédiées à tous les salariés? Par exemple, souvent les entreprises annoncent faire de l'actionnariat salarié. Est-ce que les actions sont offertes uniquement au management ou à tous les salariés? La dimension humaine, tout simplement pour voir si on est dans une entreprise avec une culture plutôt mécanique, ou est-ce qu'on est dans une culture plutôt humaine, où il y a vraiment du partage entre les salariés. Et puis la dernière dimension, qui est la partie intégration, qui vise à évaluer si les pratiques sont en raccord avec la culture de l'entreprise. Donc là, vous avez le palmarès 2020. Donc vous pouvez voir que donc c'est qu'une partie du palmarès, il n'y a pas tout le palmarès. De mémoire, sur le palmarès de 2020, il y a
plus de 90 entreprises et on a eu, je crois de mémoire, à peu près 280 participants. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça en 2020. Donc là, vous avez les noms des entreprises qui sont lauréates en 2020, donc des entreprises qui sont connues, hein, le groupe Mars qui effectue des barres de chocolat, mais aussi de la nourriture pour animaux. Decathlon et le groupe S2I qui font partie des entreprises assez conséquentes. Et puis après, vous avez des entreprises plus petites, plus discrètes, moins connues, telles que OPO, Aventim ou Utopie, qui sont des entreprises de moins de 50 salariés et qui, pour lesquelles, en fait, ben, effectivement, le classement va avoir un impact significatif sur le concept que l'on nomme de marque employeur, c'est-à-dire tout simplement qui va permettre de se positionner contre leurs concurrents sur, bah, tout simplement, par exemple, le recrutement. Alors, Great Place to Work, c'est quelque chose qui m'a intéressé à prime abord parce que, comme je vous l'avais présenté, mon parcours est à la fois professionnel et académique et que je voulais toucher un sujet qui touchait à la fois les professionnels et à la fois le monde académique. Et c'est le cas avec Great Place to Work, puisque sa méthodologie a été créée à la fois par des professionnels, et aussi par une chercheuse du centre de recherche de l'université Wharton. Wharton, c'est l'université la plus influente au monde en gestion des ressources humaines. Et donc, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de publications scientifiques qui ont traité de ces entreprises qui ont réussi à se hisser dans le classement. Alors, Great Place to Work, à l'origine, ça a été créé par un journaliste d'investigation, une sorte de journaliste un petit peu comme Élise Lucet, qui aime les conflits syndicaux. Au début, ils voulaient créer un classement des pires entreprises où on peut travailler et finalement, parce que évidemment, on est dans une culture américaine avec cette volonté toujours d'avoir une perspective positive, le New York Times l'a fortement poussé vers un classement des entreprises où il fait bon travailler. Donc, il s'est intéressé à finalement, il a effectué une recherche assez conséquente, hein, puisque avec ses acolytes, journalistes d'investigation, ils ont à trois effectué plus de 3000 entretiens pour essayer d'identifier quelles sont les entreprises où il fait bon travailler. Finalement, ce qui en ressortait, c'est que finalement une culture de confiance dans laquelle les salariés sont solidaires, où il y a un esprit de famille, et puis aussi quelque part une authenticité qui restait comme facteur principal de la satisfaction des salariés. Et donc au début des années 80, finalement, on se retrouve avec quelques publications qui commencent à traiter de Great Place to Work, mais notamment de l'impact d'être une entreprise qui a réussi à se hisser dans le classement. Et donc on voit par exemple un impact significatif sur le chiffre d'affaires, mais aussi sur le prix d'action et puis une comparaison aussi du classement de Great Place to Work avec d'autres classements tels que Best Companies for Working Mothers. Dans les années 90, ce classement intéresse encore la recherche et finalement, en 98, Great Place to Work crée son questionnaire anonyme avec Amy Lyman du Wharton, de l'université Wharton, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et donc, son questionnaire intéresse au plus haut les chercheurs puisque ça leur permet de commencer à faire des liens entre les perceptions, les attitudes, les perceptions mesurées, les attitudes et comportements des salariés mesurés à travers les perceptions dans le questionnaire anonyme, et de constater qu'elles sont stables et très positives chez Great Place to Work, et que du fait de cette stabilité et de ces réponses qui sont très positives, hein, pour rappel, on est au-delà de 80% de réponses positives, alors cela a un impact sur la rentabilité. Donc on mesure une rentabilité supérieure à la normale et un prix de l'action qui change à moyen terme. On constate une explosion à partir au milieu des années 90 des publications scientifiques, hein. Là, je l'ai mis ici, on est passé de 3 à 10 publications scientifiques, pour au final, après 2003, très rapidement, on arrive à quasiment une trentaine de publications scientifiques. En 2003, la méthodologie du Culture Audit que j'ai présentée a été générée, c'est-à-dire qu'on va créer une méthodologie qui va nous permettre d'évaluer les culture des entreprises, ou du moins les pratiques
managériales mises en place, et puis toute une série de publications scientifiques. On constate notamment que les best workplaces protègent des fusions-acquisitions agressives, c'est-à-dire que parce qu'il règne une culture de confiance entre les salariés et le management, finalement, la performance est beaucoup plus durable et finalement, les organisations Great Place to Work sont moins proies envers ce qu'on appelle des fonds d'investissement vautours. Ce qu'on constate aussi au niveau RH, c'est finalement une augmentation des candidatures, 50% de candidatures en plus dès lors qu'une entreprise est labellisée, et puis une diminution du taux de roulement de l'ordre de 4,5 points, ce qui est significatif. Si vous avez 20% de taux de roulement, finalement, l'année d'après, vous vous retrouvez à 15,5. Et puis aussi une amélioration du pool de candidats, c'est-à-dire une amélioration des candidatures reçues. Plus récemment, donc c'est la dernière étape de la recherche chez les Great Place to Work. Great Place to Work a changé sa méthodologie, qui est une méthodologie qui vise à s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart de perception entre les sociodémons, c'est-à-dire entre hommes-femmes, entre personnes en CDD, stage ou CDI, entre personnes avec beaucoup d'ancienneté et peu d'ancienneté, ainsi de suite. Cette méthodologie a été lancée à travers toute une série de travaux scientifiques effectués par l'université Rogers aux États-Unis, mais aussi Harvard, qui a mis en exergue finalement une diminution des écarts de perception chez les lauréats. Et donc finalement, Great Place to Work a décidé dans sa méthodologie de s'inspirer de ces travaux et de changer sa méthodologie. Donc dans le futur, les lauréats seront des entreprises dans lesquelles les écarts de perception sont réduits. Mais surtout, ce que l'on constate, c'est que de plus en plus de travaux de recherche mesurent finalement l'impact d'une confiance sur la performance, sans clairement l'aborder, mais de manière, disons, plutôt partielle. Alors, pour résumer, lorsqu'on s'intéresse à Great Place to Work, effectivement, une des conclusions principales qui a été émise par Faley et Trahan, qui sont des chercheurs anglais, c'est que finalement, ce qui est bon pour les salariés est bon pour les actionnaires. Alors, qu'est-ce qui est bon pour les salariés? Ce qui est bon pour les salariés, c'est tout simplement une culture de confiance intra-organisationnelle, c'est-à-dire qu'ils donnent leur confiance envers leur management. Cette confiance, comme je vous l'avais mentionné, elle a été mesurée à travers plusieurs travaux. On a mesuré effectivement les antécédents de la confiance, qui sont l'intégrité managériale, l'équité de traitement, et puis la clarté du management intermédiaire. C'est-à-dire que le management intermédiaire joue ce rôle de clarté de l'information qui permet d'éviter toute surinterprétation du salarié et donc de maintenir un climat de confiance. Ce qui a été mesuré, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un impact sur le comportement des salariés qui réagissent du fait de cette confiance en restant dans l'entreprise, donc moins de départs volontaires, et puis une réduction du taux d'absentéisme. Ce qui, dans les mécanismes, a in fine, donc si les salariés sont finalement dans une relation d'égal à égal avec leur management et dans une relation stable, on mesure finalement un impact sur la satisfaction de la clientèle, ce qui a été mesuré aux États-Unis en 2006 à travers une échelle qui s'appelle l'échelle AXI, qui est l'échelle la plus utilisée aux États-Unis pour la satisfaction clientèle. Et donc finalement, être un lauréat Great Place to Work s'accompagne d'une augmentation de 3 points de la satisfaction clientèle. Et ça, c'était au niveau national. C'était une enquête assez significative. Et puis finalement, là où la recherche est le plus focalisée, c'est sur la performance financière. Alors avant tout sur la performance comptable ou économique ou opérationnelle, que l'on mesure à travers la rentabilité rapportée aux actifs de l'entreprise. Donc chaque année qu'une entreprise est lauréate, elle voit son taux de rentabilité sur les actifs augmenter de 2 points par an, ce qui est énorme. Et enfin, ce qui est assez intéressant, il y a une étude de Alex Edmans en 2011 de la London School of Economics qui a mesuré l'impact chez les lauréats. Il a créé un portefeuille des entreprises lauréates Great Place to Work, des entreprises qui sont lauréates et cotées en bourse.
Et donc, ce portefeuille, il a fait commencer à partir de 1984 pour la faire finir en 2009. Et il a mesuré finalement qu'il y avait 2,1% de TSR, c'est la rentabilité actionnariale nette, en plus par rapport à leurs compétiteurs. Donc, c'est par rapport à un portefeuille d'entreprises, d'un benchmark d'entreprises comparable. La même méthodologie a été mobilisée plus tard par Carvalho et Areal, et ils se sont rendus compte qu'au plus on augmentait dans le classement, puisque le classement est créé en fonction des résultats à la fois du questionnaire anonyme et du culture audit. Donc au plus les réponses au questionnaire anonyme sont positives, et au plus l'analyse du culture audit est positive, au plus vous augmentez votre TSA. Et ici, c'est ce qui a été mis en exergue, de l'ordre de 6% de manière cumulative sur le TSA. Alors, moi, je me suis clairement intéressé finalement à tout ce mécanisme, hein, qui, sans avoir mis des mots dessus, est clairement un mécanisme de la confiance, et de voir que finalement la confiance a un impact sur la performance, mais la recherche ne l'a pas mesuré directement. Et pourquoi aujourd'hui la confiance est encore plus importante? Parce qu'on fait face à un déficit de la confiance. Les bris de confiance sont de plus en plus fréquents, avec des crises financières à répétition, et puis finalement la littérature est relativement silencieuse au rôle de la confiance en tant que source d'avantages concurrentiels. Pour information, Gibbons est professeur au MIT et Anderson un prof à Harvard. Et donc finalement, l'avantage concurrentiel à date recouvre de deux paradigmes. Le premier est externe, c'est le fait de dire que ce sont les parties prenantes qui vont définir l'avantage concurrentiel, une profitabilité supérieure à la normale. Et d'un autre côté, le paradigme interne qui mise sur les pratiques à l'interne de l'entreprise. Et donc dans ces pratiques, il y a les pratiques de RH qui permettraient, in fine, d'avoir un avantage concurrentiel. Donc moi, je me suis intéressé finalement au comportement et attitudes. Donc à travers Great Place to Work, on a des pratiques qui sont mesurées à travers le culture audit, et on a la perception de ces pratiques qui sont mesurées à travers le questionnaire anonyme. Et donc, c'est dans ce paradigme-là que je m'insère, à savoir de considérer que des attitudes et des comportements peuvent être source d'avantages concurrentiels. Parmi ces attitudes et comportements, on peut voir qu'il y a un actif intangible qui est tout simplement la confiance que les salariés donnent envers leur management. Pourquoi la confiance a un impact en période de crise? Tout simplement parce que la confiance réduit l'incertitude, et ça a été mesuré notamment en période de licenciement économique, où on a pu constater que les rescapés d'un licenciement économique restent massivement chez les Great Place to Work. Ce qui montre que finalement, créer une culture de confiance a un impact sur les entreprises, notamment en période de crise. Et cela a été mesuré à travers l'étude d'Harvard. On a vu encore une fois que la mission d'entreprise telle qu'elle est relayée par les cadres intermédiaires va générer de la confiance. Et l'enquête que moi j'ai menée en France a pu mettre en exergue que finalement, eh bien, la confiance des organisations Great Place to Work s'accompagnait avec une augmentation de la performance qui est mesurée à travers les bénéfices divisés par les actifs, et donc qui s'accompagne avec une augmentation de 6,5%. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, chez le lauréat, on a un bénéfice net moyen de l'ordre de 10 millions d'euros. Donc, être un lauréat Great Place to Work s'accompagne d'une augmentation de 650 000 euros. Et j'ai mesuré cela sur l'intégralité des lauréats. Ça représente finalement une création de valeur de 408 millions d'euros, rien que sur le classement Great Place to Work. Pour finir, ce que l'on a mesuré finalement, c'est qu'il y a une résilience actionnariale. Donc, parce qu'il y a une profitabilité supérieure à la normale, il y a une résilience actionnariale. Et c'est ce que l'on peut voir à travers le graphique à ma gauche. On peut voir que le portefeuille des entreprises Great Place to Work a nettement surperformé, et notamment en période de crise et après la crise. Et donc, on peut voir les périodes de crise sur une période en grise, 2001, la crise de 2001, et 2008, la crise de 2008, la crise des subprimes. Et on voit que tout simplement, le portefeuille d'entreprise Great Place to Work a surperformé. Ce qui me permet de dire que finalement, c'est effectivement la confiance qui est un actif intangible et durable, source d'avantages concurrentiels.
Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Eh bien, merci beaucoup pour cette découverte de ce fameux terme de confiance qu'on entend depuis notre enfance, mais appliqué avec des chiffres et des résultats professionnels. Alors, j'invite une fois de plus l'auditoire à poser ses questions sur le chat, car ce sont vos questions qui font ces webinaires. Il y en a déjà une qui m'a été adressée, donc je vous la retransmets. Est-ce que vous avez analysé le modèle EFQM, et plus particulièrement le modèle EFQM 2019? Et si oui, est-ce que vous avez trouvé des liens concrets avec vos travaux de recherche? Alors malheureusement, je ne connais pas le modèle EFQM, je ne l'ai pas vu dans les travaux de recherche scientifique. Peut-être qu'il traite de la confiance, mais Alors, non, je l'ai pas vu dans les travaux de recherche. Peut-être que faudrait me clarifier en fait qu'est-ce qu'il y a derrière le modèle EFQM, parce que je ne le connais pas. je laisserai peut-être la parole à celui qui nous a posé la question pour le détailler, mais ce que je connais personnellement de l'EFQM, c'est un modèle qui, entre autres, inclut un aspect que je trouve très intéressant, qui est d'interroger le personnel aussi bien sur sa perception de l'entreprise que d'interroger l'entreprise sur la performance du personnel. Et donc de pouvoir Mmh. les mettre voilà, côte à côte. Ah, Et, c'est intéressant. et ça, c'est voilà, ça c'est pour la partie personnelle, et il y en a d'autres. Mais rien que pour la partie personnelle, c'est personnellement un des rares modèles que je connaisse qui s'interroge sur aussi bien la perception donc du personnel que sa performance. Et donc, il regarde les deux côtés de ce qui est censé être analysé. Non, je connais pas. Après, il y a beaucoup d'outils, hein, donc je peux pas être moi, je suis un spécialiste de la confiance, et puis, le projet a été mené sur, Webmaster, donc j'ai lu, les 64 articles et puis, plus de 500 articles sur le sujet, principalement, sur la confiance, mais évidemment, c'est très, hyper spécialisé, donc je connais pas tous les outils, mais je me le suis noté parce que ça m'intéresse. Mais le modèle FQM est un modèle d'excellence, donc qui a, je dirais, comme ambition de couvrir tous les aspects de la gouvernance d'une entreprise. D'accord, Donc là, je vous ai donné c'est une plus petite large. partie qui est la partie voilà, personnelle, mais il y en a, à mon souvenir, 9. Mais je verrai peut-être si notre, comment dirais-je, participant voudra prendre le temps de détailler sa question. Mmh. En attendant que d'autres questions viennent par le public, j'en avais quelques-unes qui me venaient déjà à l'esprit. Vous avez parlé de confiance, vous avez parlé de décrédibilisation de la confiance. Est-ce que pour faire un jeu de mots, la décrédibilisation de la confiance, c'est la défiance? Alors merci, pour cette question. Alors effectivement, la confiance n'est pas la défiance. Souvent il y a une espèce de jeu sémantique, sur les 2 mots, hein, sur confiance et défiance. En fait, finalement, l'inverse de la confiance, c'est pas de confiance et l'inverse de la défiance, c'est, pas de défiance. Mais, ce sont 2 mécanismes différents et en fait, la différence entre les 2, c'est tout simplement, cette notion, d'attente. C'est-à-dire et surtout d'expérience. C'est-à-dire que la défiance, c'est une expérience négative du passé. C'est-à-dire qu'on a une série d'expériences négatives dans son entreprise. Par exemple, notre manager nous insulte constamment, tous les jours. Et donc, au final, ça va générer de la défiance. Défiance qui est d'ailleurs une émotion qui est largement supérieure à la confiance, hein. Il y a une citation célèbre de Warren Buffett qui dit Trust is like the air we breathe. When it's there, everybody. When it's there, everybody just don't look at it. But when it's absent, everybody notices. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la confiance est comme de l'air qu'on respire, et donc dès lors qu'elle n'est plus là, c'est à ce moment-là qu'on la remarque. C'est parce que la défiance, en fait, c'est de la défiance qu'on constate, je pense que tout le monde se souvient de la crise de 2008. Moi, j'étais analyste en gouvernance en 2008. Pour vous dire que la rémunération des hauts dirigeants, c'était le sujet du moment. Il y avait une haine envers les dirigeants et malheureusement envers tous les dirigeants. Il y avait des dirigeants de PME qui travaillaient très très fort et qui mettaient toutes leurs ressources financières dans leur entreprise et qui faisaient face aussi à cette vague de défiance. Donc défiance n'est pas confiance, parce que défiance, c'est
une expérience négative qui va être inférée cognitivement et qui va nous générer une émotion négative. Et à l'opposé, enfin pas à l'opposé, mais disons sur notre mécanisme, on a la confiance qui est un ensemble d'expériences positives vécues dans le passé qui va nous permettre d'avoir une anticipation, une inférence positive sur le comportement futur du management. C'est-à-dire que si au cours des 3 dernières années, mon manager ne m'a jamais planté quelque part, ou plutôt a été plutôt bienveillant avec moi. Par exemple, un jour, mon enfant est malade et il me dit, bah, écoute, là, on est en galère, mais je vais prendre sur moi et puis je vais essayer de t'aider. Et ben là, clairement, s'il le fait à maintes reprises, dans le futur, on aura confiance envers son management. Et finalement, bah, dans des situations critiques, hein, notamment en période de crise, bah, c'est là où la confiance a tout son rôle. C'est que finalement, si votre manager vous dit, bah, là, j'ai besoin que sur tel aspect de ton travail, ou par exemple, là, bah, cette année, sur les bonus, c'est mort, bah, quelque part, le salarié va plus le recevoir parce qu'il a confiance vers son manager. D'accord. Donc, deux notions à conserver de façon distincte. Ça me fait amener à une autre question, en attendant celle du public. Alors, je vois qu'il y en a une qui tombe, je vais vous la poser après. Mais la première qui me venait tout de suite à l'esprit en vous écoutant, c'est quid du droit individuel à l'erreur? Ça, c'est une bonne question. On a une question hein, qui vise à évaluer cela hein, dans le questionnaire que j'utilise dans mes travaux. J'ai une question qui est clairement sur le droit à l'erreur. Et donc, c'est une très bonne question. Effectivement, le droit à l'erreur doit être une des pratiques. Enfin, c'est même pas une pratique, c'est juste un comportement managérial qui doit être encouragé. Et ça, moi, j'ai fait plusieurs interventions dans des grandes entreprises. C'est effectivement difficile. C'est pas parce que la haute direction a envie que finalement le droit à l'erreur devienne quelque part une norme que finalement tous les managers vont y adhérer. Il y a aussi des caractéristiques individuelles qui font que ça peut changer. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que par la formation, et la formation sur du long terme, et surtout par le fait que la haute direction déjà accepte le droit à l'erreur de l'équipe des cadres intermédiaires, bah, derrière, ça crée une sorte de chaîne du don, quoi. C'est quelque part parce qu'on accepte les erreurs du haut, alors les erreurs du bas sont acceptées et donc créer de la confiance. J'aime bien cette idée de droit à l'erreur parce que moi, dans le premier cabinet dans lequel j'ai travaillé, donc cabinet de conseil, j'ai fait une énorme erreur, une énorme bourde à peu près 40 000 $. Et j'étais en période d'essai. Eh ben, mon associé principal, il est venu me voir et il m'a dit, c'était au Québec, hein, donc je ne vais pas le faire avec l'accent, même si je pense que ça ferait rire tout le monde. Mais il est venu me voir et il m'a dit, oh, c'est bien que tu aies fait cette erreur parce que tout le monde l'a faite et puis bah, au moins tu la referas plus. Alors moi j'étais stressé que j'en pouvais plus, mais je peux vous dire que la réaction que ça a généré chez moi, bah, c'est clairement une confiance de base. Dès le départ, on voit que bah, ils mettent pas fin à ma période d'essai malgré la bourde, quoi. Donc voilà, je voulais juste l'illustrer avec un exemple concret. En effet. Ça m'amène à encore plein d'autres questions, mais je vais déjà prendre celle qui m'apparaît là. Est-ce que vous avez étudié le rapport entre la confiance et le contrôle? Comment faire confiance tout en gardant le contrôle? Ah, Je sens une question assez latine quelque part, ça mais j'adore ça. C'est ça une m'amène très réflexion très bonne culturelle après. question. Ouais, Oui. ouais, c'est une très très bonne question. Alors, quand on parle de contrôle, on parle beaucoup d'un questionnement qui a animé alors, la recherche et le management, à savoir les cultures Command and Control, qui était notamment poussé par le livre de Peter C. Waterman dans In Search for Excellence, qui est tout simplement un livre qui prône l'excellence, du moins la performance. Le problème que l'on a, c'est qu'effectivement, dans les sociétés cotées en bourse, on prône la performance et trop, et comme si c'était finalement une fin en soi. Et à cause de cela, finalement, les cadres se trouvent en étau entre les exigences actionnariales et puis leurs salariés. Et donc, la réaction à cela, c'est tout simplement de mettre en place des normes restrictives de contrôle des salariés où on va leur dire, OK, l'an prochain, si ton taux de satisfaction clientèle est en dessous de 80%,
tu sautes quelque part. Et ça, c'est des pratiques que moi, j'ai vues à travers des travaux de recherche. Hein. C'est pas quelque chose que j'invente, je pense que tout le monde le sait. Et clairement, c'est l'antithèse d'une culture de confiance, ou dans laquelle, alors pour rappel, la définition de la confiance, c'est la volonté de se rendre vulnérable. Donc, si je veux me rendre vulnérable en tant que manager, alors le salarié va vouloir se rendre vulnérable. Mais si je veux me rendre vulnérable, ça veut dire que je suis prêt à accepter de perdre. Et donc, de perdre, ça veut dire d'abandonner toute notion, alors pas totalement, mais du moins en partie, une vision trop mécanique ou contrôlante de l'organisation. Et finalement, on revient finalement aux sources. Les inventeurs du concept d'avantage concurrentiel mentionnaient clairement que le rôle du management n'était pas justement de contrôler. Hein. D'ailleurs, la PODC, planifier, organiser, diriger, contrôler, c'est une invention française. Hein, Henri Fayol, merci. Mais les Nord-Américains, eux, avaient une autre vision et tout de suite, ils avaient dit, nous, on ne s'inscrit pas là-dedans, mais finalement, ce qui a perduré, finalement, c'est cette vision un peu trop mécanique et pas assez humaine. Donc, il faut trouver un juste milieu. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit 100% humain, mais ce que je dis, c'est qu'à travers la confiance, c'est entre les deux. C'est à la fois un calcul rationnel, hein, parce qu'encore une fois, la confiance, c'est une espérance positive basée sur des expériences passées, donc il y a un calcul cognitif. Et d'un autre côté, c'est l'espérance, c'est-à-dire que quelque part, c'est quelque chose d'humain. On se dit, oui, j'ai confiance envers mon manager, parce que je sais que dans le futur, il va être bienveillant, donc il y a cette dose de croyance, quoi, qui est humaine. D'accord. Vulnérabilité. Je ne suis pas sûr que le terme de vulnérabilité dans la culture latine arrivera à être véritablement facilement accepté. C'est dur. Mais j'imagine. Alors, je vois une autre question. Merci à vous. Y a-t-il des référentiels ou des modèles pour aider les entreprises à développer la culture de la confiance? Sinon, peut-on exploiter le questionnaire d'évaluation dans ce sens? Référentiel, alors moi, le référentiel que j'utilise, c'est la norme qui est définie par Great Place to Work, à savoir 66% de réponses positives au questionnaire qu'ils utilisent dans mes travaux de recherche. Après, je pense que je pense avoir répondu à la question. Je suis pas sûr d'avoir bien répondu, mais ouais, Pour développer la culture de la confiance, parce que le Great Place to Work, ou du moins moi je l'entends comme un référentiel pour mesurer. Est-ce qu'il y aurait d'autres référentiels pour aider à développer, si on peut faire cette nuance? Ouais, alors c'est difficile pour moi parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé, comme je dis, hein, j'ai presque 600 articles de recherche analysés sur le sujet, ce qui était plutôt pas mal. J'ai pas vu d'outil similaire à celui de Great Place to Work parce que quelque part ils ont une approche un peu à la fois anthropologique et économique, à la fois rationnelle et irrationnelle. Parce que la confiance, comme je le disais, c'est un peu entre les deux. Euh, euh, En gros, pour répondre à la question, comment on peut créer de la confiance? Parce que je pense que c'est ça qui est derrière. C'est très simple, hein, en trois parties. La première, c'est embaucher des managers compétents. Parce que si les managers ne sont pas compétents, les salariés, ils vont avoir l'impression d'être encadrés par des personnes qui leur apportent rien. Deuxièmement, c'est embaucher des managers qui sont intègres, ou du moins encourager une culture de l'intégrité qui commence d'abord par la haute direction. Et troisièmement, engager une culture de bienveillance, qui est la troisième dimension, le troisième antécédent de la confiance, qui passe comment? Tout simplement par des pratiques qui sont authentiques et qui répondent aux besoins du salarié. Par exemple, dans des travaux de recherche, dans les années 70, les sociologues s'intéressaient aux usines, et allaient voir qu'est-ce qui générait de la confiance dans les usines. Et finalement, ils se rendaient compte que c'était le moment où le manager disait à son salarié, tu as besoin de temps pour accompagner ta femme parce qu'elle est malade, dans une usine, hein, où on est dans des rythmes assez conséquents.
et qui lui dit bah, vas-y, il n'y a pas de problème, on va s'arranger. Et quelque part, c'est cette reconnaissance du rôle familial qui va être perçue comme une bienveillance et qui est la dernière dimension, qui est une dimension authentique. C'est-à-dire, le management fait un don authentique à l'égard du salarié, authentique parce que finalement, c'est la reconnaissance du rôle familial. J'ai une autre cas concret qui me revient à l'esprit d'un patron qui a dû licencier pour raisons économiques et qui a accompagné ses ex-collaborateurs dans leur entretien d'embauche, dans ce qui se présentait dans d'autres entreprises pour pouvoir les soutenir dans leur embauche, ce qui est quand même, pour moi, c'était un cas unique, mais je ne sais pas si vous en avez connu d'autres de ce type-là. Clairement, il y a une étude qui a été dédiée à ça. Alors, je suis allé vite, hein, parce que c'est une période de questions, parce que j'ai bien parlé, comme toujours. Mais c'est tout simplement l'étude qui a été menée aux États-Unis par Trevor et Nyberg, où clairement, ils ont identifié que les rescapés du licenciement économique restaient plus longtemps dans l'entreprise. Et donc, à travers les outils, les pratiques qui ont été mises en place, ils mettent les lauréats ont mettent le paquet en période de licenciement pour accompagner les salariés dans la sortie. Ce qui, pour les salariés qui restent, est un énorme signal. Et moi, je l'ai vu chez un de nos lauréats où il y a une fusion-acquisition qui a été très difficile dans laquelle les actionnaires ont clairement sanctionné le titre. Et ce qui est assez fou, c'est que le management a travaillé très, 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 très fort pour justement éviter au maximum la casse et surtout pour s'assurer que les salariés trouvent un job. Et effectivement, cet exemple-là est apparu, hein. On voyait des managers qui participaient aux entretiens de recrutement des salariés pour dire là, lui, il faut l'embaucher, c'est une bonne, c'est un de mes salariés. Et je ne peux pas le garder, mais je vous le recommande. Et du coup, c'est vrai que le message est plus fort. Alors, sans doute une dernière question, du moins dans celle que j'avais en tête. La confiance, alors je vais la faire très française, hein, surtout si vous avez une expérience internationale. En France, surtout du point de vue du banquier, la confiance égale CDI. Donc, vu que tout le reste en termes individuels se base sur un CDI, CDI égale relation long terme. Mais pour moi, tout ça semble s'inscrire à l'inverse de ce que certains chercheurs appellent l'externalisation, type Uber, Deliveroo, qui se développe de plus en plus. J'ai envie de dire, sans sortir la boule de cristal, où va-t-on? Alors, les journalistes aiment bien mettre en avant l'externalisation. Dans les faits, alors j'ai pas les chiffres en tête, je l'ai juste entendu récemment dans un colloque de recherche mené par, je crois que c'était par l'INSEE. On n'a jamais eu autant de CDI. Et l'ubérisation, elle est fausse en fait. C'est-à-dire que l'ubérisation, moi je suis pas du tout, je travaille pas pour Uber, hein, mais j'ai aucune affinité envers Uber et surtout au regard de leurs pratiques, mais quelque part, faut aussi pas non plus trop leur jeter la pierre. Il y a une sociologue qui a effectué un travail sur l'impact d'Uber, notamment dans les quartiers populaires en bordure de Paris, notamment en Seine-Saint-Denis, qui a permis auprès de nombreux jeunes de justement éviter, vous savez, tout simplement la sortie du marché du travail et de rajouter une ligne sur leur CV qui leur a permis de rebondir sur un CDI. Et ça, c'est pas forcément mis en avant et c'est dommage parce que ce qu'elle mesurait aussi, c'était tout simplement la fierté chez de nombreux jeunes déjà d'avoir un métier parce que ils font face à un chômage et chômage en plus qui est souvent malheureusement systémique et qui peut être aussi discriminatoire. Et pour le coup, Uber, eux, ils s'en moquent. Ils embauchent. Vous voulez être chauffeur, tant que vous avez des notes positives, je vous embauche. Et donc, ça leur permet de rebondir et d'envoyer un message aux futurs recruteurs pour derrière avoir un CDI. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux de recherche montrent que clairement, la confiance s'établit dans une relation à long terme. Et donc, c'est sûr que du côté de l'employeur, moi, j'ai travaillé à la Poste hein, de nuit. J'ai vécu la transformation de la Poste du statut public au statut privé.
C'est un beau progrès social. J'ai vu une femme enceinte être licenciée après 50 CDD. Clairement, on n'était pas trop dans un climat de confiance, quoi. Et des CDD et des jeunes qui se battaient pour un CDI face aussi à des fonctionnaires qui, eux, avaient l'emploi à vie. Donc, c'est un parallèle qui est complètement hallucinant. Et on peut voir que... alors, ce qui est intéressant à travers cet exemple-là, c'est qu'on peut voir aussi que la confiance n'est pas forcément un statut. Moi qui travaille dans l'université, et qui a un pied dans l'université et un pied dans l'entreprise, je peux vous dire que des fois, je vais dans des laboratoires, c'est pas parce que personnel et fonctionnaire qu'il y a une relation de confiance. Il faut bien comprendre que la confiance, c'est une dimension humaine, c'est une relation. Et la problématique que l'on a, c'est qu'il n'y a pas de relation dans certains laboratoires, il n'y a pas d'interaction. Et donc, quelque part, on va se regarder en chien de faïence, on va se dire, lui, lui c'est un pourri. Mais finalement, ils ne se connaissent pas, ils n'ont jamais interagi. Donc voilà, il faut vraiment faire Pour moi, ce n'est pas forcément le statut, c'est tout un ensemble de pratiques. Et je suis quasiment certain qu'une relation de confiance peut se créer en dehors même d'un CDI. Ne serait-ce que par exemple, je sais pas, moi j'adore les légumes, je fais partie d'une AMAP, je peux vous dire que l'AMAP, ça fait 8 ans que j'y suis et j'ai une relation très particulière avec l'agriculteur puisqu'on boit des coups ensemble. mais quelque part, j'ai une confiance infinie envers les produits qu'il me vend. Donc, et on n'a pas un contrat. En effet. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Et le temps étant malheureusement une de nos contraintes fortes. Et je vais donc passer la parole à Jean-Jacques Bonneau pour nous présenter la suite. Eh bien, merci à tous les deux. Merci à Thibaut de cette très intéressante présentation qui demanderait beaucoup de développement et beaucoup d'approfondissement. En tout cas, merci de nous avoir déjà débriefé sur les grands principes de sa recherche. Donc la suite pour nous, c'est l'année prochaine. Nous terminons l'année en beauté avec ce beau webinaire très intéressant intellectuellement. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine sur nos prochains webinaires et nous vous souhaitons de bonnes fêtes. Nous allons vous envoyer, comme sur chacun de nos webinaires, une fiche d'évaluation. Merci de la remplir. Nous avons au sein de la FQP, bien évidemment, le droit à l'erreur, mais aussi le droit à l'amélioration continue. Et cette amélioration continue est basée forcément, entre autres, sur les retours de nos participants, puisque nous sommes centrés sur la satisfaction de nos partenaires adhérents et non adhérents participants au webinaire. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine 2021. Merci de votre participation. Merci à tous. Bonne fête à tous.